Bonjour à toutes et à tous. Merci de participer à ce webinaire. Habituellement, nous organisons des journées portes ouvertes à l'IRTS pour accueillir les personnes qui sont intéressées dans des conditions un petit peu plus conviviales. Ce n'est pas possible cette année à cause des conditions sanitaires. C'est pourquoi chaque formation va proposer un webinaire. Donc, bienvenue aujourd'hui sur celui de la formation assistant de service social, ou plus connu sous le nom assistant social. Ce webinaire va se dérouler en 4 temps. En premier lieu, Virginie Coez, formatrice IRTS, vous présentera la formation. Damien Amiot, formateur IRTS, évoquera le métier et ensuite, Étienne François vous témoignera de son expérience actuelle d'apprenant de 3e année. Enfin, nous répondrons à vos questions. Nicolas Poréen, formateur IRTS, sera le modérateur de cette session. Merci de votre présence. À toi, Virginie. Bonjour à tous, bonjour à l'ensemble des participants. Donc, je suis Virginie Coès, je suis chargée donc de vous présenter la formation assistante de service social. Donc, pour se présenter en formation, les candidats doivent remplir une des conditions suivantes, être titulaire d'un baccalauréat, quel que soit le baccalauréat, ou être titulaire d'un diplôme équivalent de niveau 4, ou bénéficier de ce qu'on appelle une VAE, validation des acquis de l'expérience. Les admissions à la filière assistante de service social se font sur dossier et entretien via la plateforme Parcoursup. Sur Parcoursup, sur les admissions, un webinaire sera organisé à votre attention pour peut-être répondre un peu plus à vos questions sur l'admission et le Parcoursup. Plusieurs statuts donc, pour les apprenants dans la filière assistante de service social. Vous pouvez être étudiant, demandeur d'emploi ou apprenti. Pour rentrer dans la formation assistante de service social, il faut disposer de certains prérequis. Bien évidemment, avoir des qualités humaines, des qualités d'écoute, de bienveillance, voire d'empathie envers les personnes, envers les usagers. Montrer des capacités à gérer ses émotions face à des situations humaines parfois complexes ou difficiles. Montrer un intérêt pour les questions sociales et une ouverture au monde. C'est vrai qu'on vous demande d'être curieux de la société, curieux du monde dans lequel vous vivez, qui vous entoure. Savoir mobiliser des compétences à la fois orales et écrites. Manifester un intérêt pour l'engagement envers l'autre, et les responsabilités dans des projets collectifs. C'est vrai que l'engagement et les responsabilités sont des valeurs importantes dans le domaine du travail social. Pouvoir travailler de façon autonome, organisée, structurée, et également travailler de façon en équipe ou en groupe. C'est dans des équipes parfois pluridisciplinaires. La durée de la formation. La durée de la formation est de 3 ans, soit 3530 heures. La formation assistante de service social a fait le choix de l'alternance entre des temps de formation théorique et des temps de formation pratique. Dès la première année, donc vous avez une formation pratique qui sera mise en place. Donc l'IRTS, la filière assistante de service social, prépare au diplôme d'assistant de service social, ce qu'on appelle le DE-ASS. Le DE-ASS est désormais reconnu de niveau 6, soit Bac plus 3, et confère le grade de licence. La formation théorique, est organisée sous la forme de modules d'enseignement dans 4 grands domaines de compétences qui vous sont rappelés là sur l'écran. Donc le domaine de compétence 1, l'intervention professionnelle en travail social. Le domaine de compétence 2, analyse des questions sociales et de l'intérêt professionnel en travail social. Le domaine de compétence 3, communication professionnelle en travail social. Et le domaine de compétence 4, dynamique inter-institutionnelle, partenariat réseau. C'est une approche autour de la sociologie, de la psychologie, des sciences de l'information, des politiques sociales, de la législation, du droit, de l'économie. L'accompagnement est bien sûr nécessaire pour la préparation aux certifications du diplôme.
La formation est dispensée par des formateurs IRTS permanents, mais également par des universitaires, des professionnels, des acteurs du travail social. La formation théorique monte sous la forme de cours magistraux, de travaux dirigés, de travaux pratiques, de rencontres avec les professionnels, les acteurs de terrain et très souvent, le plus régulièrement possible, avec des usagers. Il y a donc également la formation pratique, 4 périodes de formation pratique réparties sur les 3 années de formation sur des sites qualifiants de la région. Dès la première année, donc une période de formation pratique de 8 semaines. Durant la deuxième année, 2 périodes de formation pratique, 16 semaines puis 8 semaines. Et enfin, en troisième année, une période de formation pratique assez longue de 20 semaines. L'IRTS offre aussi la possibilité de réaliser des stages à l'étranger. La formation d'assistante de service social est une formation engagée, un métier tourné vers l'humain. Nous avons mis en place une dynamique d'alternance et un accompagnement à la professionnalisation. L'IRTS Champagne-Ardenne a un taux de réussite à l'examen de plus de 80% et également un taux d'insertion en situation d'emploi assez important, puisque au bout de 6 mois, 90% de nos apprenants sont sur le marché de l'emploi, sont dans l'insertion professionnelle. Voilà. Merci beaucoup, Virginie. Nous allons donner la parole à Damien Amiot, qui est formateur sur la filière assistante de service social, qui va nous présenter le métier d'assistant social. Damien, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, effectivement, le métier d'assistant de service social est un métier donc du travail social. L'assistant de service social, il exerce dans le cadre d'un mandat et de mission institutionnelle et il mène des interventions sociales, individuelles ou collectives en vue d'améliorer, par une approche globale et d'accompagnement social, les conditions de vie des personnes et des familles. Alors, sur la diapositive suivante, on pourra voir que l'assistant de service social, alors effectivement, celle qui est encore après, l'assistant de service social, en fait, il intervient dans une démarche éthique et déontologique, dans le respect de l'altérité et de la singularité de la personne ou du collectif auprès duquel il intervient. Il instaure une relation visant à favoriser la participation des personnes dans l'accompagnement social individuel ou collectif. Alors, dans le cadre des missions qui lui sont confiées, l'assistant de service social accomplit donc des actes professionnels qui engagent sa responsabilité et par ses choix et ses prises de décision, il doit obligatoirement tenir compte de la loi, des politiques sociales et de l'intérêt des personnes. Alors, sur les conditions d'exercice et les modalités d'intervention, l'assistant de service social contribue à créer les conditions pour que les personnes, les familles et les groupes avec lesquels ils travaillent aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leur lieu de vie. C'est donc dans ce cadre que l'assistant de service social agit avec les personnes, les familles, les groupes par une approche globale pour améliorer leurs conditions de vie sur le plan social, sanitaire, familial, économique, culturel, professionnel. Il va également intervenir pour développer auprès des personnes leur propre capacité à maintenir ou restaurer leur autonomie et faciliter leur place dans la société, et également de mener avec eux toute action susceptible de prévenir ou de surmonter leurs difficultés. Donc l'intervention de l'assistant de service social vise autant l'autonomie que l'inclusion sociale, le maintien ou le développement des solidarités ou des liens sociaux, que l'éducation à la citoyenneté. Abordons maintenant le rôle et les fonctions de l'assistant de service social. L'assistant de service social évalue, analyse la situation de la personne et co-construit un plan d'action négocié et contractualisé.
Dans le cadre de l'évaluation, il identifie donc les ressources du territoire pour orienter la personne vers les partenaires adaptés. Il intervient donc soit en individuel, soit en collectif. En fonction de son cadre institutionnel, dans les limites de son cadre, bien sûr, d'intervention, de ses missions, l'assistant de service social est amené à élaborer et conduire des projets d'accompagnement social. Donc, selon son contexte d'exercice, il travaille en équipe pluriprofessionnelle et bien entendu en lien avec les partenaires du territoire. Il ne travaille pas seul. Il initie, il participe, il pilote des actions collectives et de groupe dans une dynamique d'équipe, de partenariat et de réseau en favorisant au maximum l'implication des personnes. Il promeut également des actions de prévention et il participe au développement social en complémentarité avec d'autres intervenants. En fonction de ses missions et du cadre institutionnel, eh bien, l'assistante de service social peut être amenée à effectuer des visites à domicile ou des accompagnements à l'extérieur. Par une posture de veille professionnelle, l'assistant de service social développe une expertise en matière de politique sociale et de lutte contre les exclusions et les discriminations. Il se doit d'être force de proposition pour la conception de ces politiques sociales, pour les orientations générales et les missions développées par l'organisme qui l'emploie. Il exerce donc, par ce fait, un rôle de conseil auprès des institutions, d'autres professionnels, parfois des élus. Il continue à se former tout au long de sa vie professionnelle pour développer ses connaissances et ajuster sa pratique aux évolutions de notre société. Dans un but de transmission de connaissances et de savoir-faire professionnels, et après l'acquisition d'une expérience significative, l'assistant de service social participe au processus de professionnalisation, y compris en exerçant des fonctions de référent professionnel auprès d'étudiants en formation, initiale ou continue, en lien avec les établissements de formation. Alors, l'assistant donc de service social peut travailler auprès de tout public, quelle que soit sa situation, et il va travailler dans de très nombreux lieux et de très nombreux employeurs. Il peut donc travailler en polyvalence de secteur, généralement donc dans les conseils départementaux. Il peut également travailler dans les hôpitaux, dans différents services. Il peut être également assistant de service social en faveur des élèves dans les collèges et lycées, de manière un peu plus développée. Il va également travailler, on retrouve beaucoup d'assistants de services sociaux dans les associations et les établissements sociaux et médico-sociaux, que ce soit dans le domaine de la protection de l'enfance ou du handicap. Nous trouvons également des assistants de services sociaux dans les centres communaux d'action sociale, plus communément appelés des CCAS, et il y a également des assistants de services sociaux dans les CAF, les MSA, Mutualité sociale agricole, la CARSAT, et également dans les entreprises ou en faveur des personnels. Je préciserai donc, pour terminer mon propos, que les assistants de services sociaux ainsi que les étudiants qui se préparent à l'exercice de cette profession sont tenus au secret professionnel, et que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et pour terminer, 5 grandes fonctions donc sont à retenir chez l'assistant de service social. Il y a une fonction d'accueil et d'écoute des personnes, d'évaluation de conseils et d'orientation. Il accompagne donc en individuel et en collectif, toujours sous le sceau du secret professionnel, et il travaille en partenariat et conseille au développement des politiques sociales et territoriales. Je vous remercie de votre attention et je passe la parole donc à Étienne, délégué de la promotion de 3e année, qui va témoigner de son parcours à l'IRTS Champagne-Ardenne. Merci de votre attention. Bonjour. Alors oui, effectivement, donc je suis en 3e année de formation assistant de service social. 3e année, ça peut paraître long, mais on a vraiment l'impression qu'on a commencé hier ou avant-hier. Mais en même temps, on a vraiment énormément évolué en maintenant 2 ans et demi, que ce soit au niveau de notre posture professionnelle et puis de nos connaissances. Alors, si je dois présenter un petit peu mon parcours, c'est une reconversion. À la base, j'étais libraire, j'avais un diplôme de libraire et j'étais libraire. Et puis ensuite, j'étais assistant à l'éducation en collège et en lycée. Et c'est un petit peu ça qui m'a donné le déclic pour entrer en formation assistant de service social, puisqu'au final,
on se rendait compte qu'avec les élèves, on faisait entre guillemets du social sans en avoir absolument pas les compétences. Donc ça m'a donné envie de me former. Donc voilà. Les stages que j'ai pu faire depuis le début de la formation, le stage en première année, c'était dans un collège, dans un réseau d'éducation prioritaire. En deuxième année, c'était donc comme au département, donc comme l'a dit Damien, donc ce qu'on appelle en polyvalence de secteur. Donc on agit, enfin, on intervient sur plusieurs domaines, mais sur un secteur géographique donné. Et puis un petit peu à l'ASE, l'aide sociale à l'enfance aussi. Actuellement, en troisième année, je suis en stage au ce qu'on appelle le SPIP, Service pénitentiaire d'insertion et de probation. Donc à la fois pour les personnes condamnées, mais en milieu ouvert, par exemple bracelet électronique, et puis à la fois en maison d'arrêt, en milieu fermé. Voilà. Ensuite, au niveau de la formation à l'IRTS, ce que je peux en dire, c'est que vous allez arriver dans une promotion d'à peu près 45 apprenants. Une promo, des fois, parfois, ça ressemble un petit peu à une famille, avec des personnes avec lesquelles vous entendrez très bien, d'autres, pas forcément vous entendrez pas, mais voilà, vous aurez des affinités, ce qui est absolument normal. Mais c'est aussi un lieu d'échange, d'entraide, de solidarité aussi, à l'intérieur d'une promo, voire même d'amitié parfois, et c'est pas négligeable. Après, le fonctionnement de l'IRTS en soi, on s'y habitue très vite. On s'y habitue très vite, il n'y a pas de souci là-dessus. En ce qui concerne les cours, Virginie Coez l'a dit, hein, tout ce qui est philo, psycho, sociologie, droit. Parfois, surtout avant votre premier stage, en début de première année, vous pouvez avoir l'impression que certains cours, vous allez vous dire, mais à quoi ça sert? Et puis quand vous serez sur le terrain en stage, vous allez vous rendre compte que finalement, vous allez vous rappeler, ah oui, ce cours-là, en fait, ça m'a bien servi. Donc ça, c'est important aussi de bien suivre des cours, même si au départ, ils paraissent pas, ça paraît assez loin du travail social, mais quand on est sur le terrain, on se rend compte que non, tous les cours sont importants. Donc voilà, il y a aussi des travaux de groupe qui sont, je pense, c'est important de le souligner parce que c'est pour moi capital dans la formation. C'est que c'est important de travailler en équipe parce que c'est ce qu'on fera ensuite sur le terrain. C'est pas forcément facile de travailler en groupe quand on est 3, 4, 5, 6 en groupe, c'est pas forcément évident, même si on s'entend bien dans la vie, bien s'entendre au niveau du travail, c'est autre chose. Et ces travaux permettent aussi de penser, on va dire, ça fait peut-être un gros mot, mais de penser la société. On travaille sur des sujets sociétaux même, et ça permet aussi de changer notre regard, et ces travaux de groupe permettent aussi beaucoup d'évoluer à l'intérieur de la formation. Toujours comme l'a dit Damien, ce qui est très important aussi, on nous le dit beaucoup, c'est normal, tout ce qui est éthique, déontologie. La posture professionnelle, on ne travaille pas n'importe comment. Voilà, c'est des choses qu'on apprend. Et puis au niveau de l'accompagnement, avec l'usager, avec la personne, dans une forme de co-construction. C'est-à-dire que l'assistant de service social n'est pas supérieur à la personne qui l'accompagne, ni inférieur, mais à côté, à égalité. Toujours faire attention à respecter ce que veut la personne, pas penser à la place de l'autre et prendre en compte les compétences de l'autre, s'appuyer sur ses ressources pour travailler ensemble en construisant un plan d'accompagnement. Voilà, et puis l'absence de jugement. Voilà ce que je peux en dire en gros pour faire une première approche de la formation d'assistant de service social avec mon œil d'apprenant. Voilà. On va rester avec vous quelques instants, Mmh. Étienne, si vous voulez bien, et je vais relayer les questions des participants pour que vous nous disiez peut-être les missions concrètes, parce qu'en décrivant effectivement le métier, ce que vous faites, ça peut paraître un peu abstrait quand on n'est pas dedans. Il y a une participante qui demande, est-ce que vous pourriez expliquer les missions concrètes? Est-ce que, par exemple, en vous appuyant sur vos expériences de stage, vous pourriez expliquer concrètement ce que vous faites au quotidien? Oui, parce que c'est vrai que quand
Enfin, je pense que quand on donne des missions générales de l'assistant de service social, ça dépend tellement des structures dans lesquelles on exerce que ça peut être un peu abstrait. Quand on parle d'accompagner les personnes pour qu'elles soient plus autonomes, etc., ça peut être abstrait. Si je peux donner l'exemple de mon stage actuel, la mission principale, c'est de l'accompagnement au niveau de l'accès aux droits pour favoriser la réinsertion des personnes, on appelle des personnes placées sous main de justice, les personnes condamnées, pour qu'elles puissent se réintégrer dans la communauté sociétale, en fait, tout simplement. Par exemple, après, quand on est en polyvalence de secteur, donc employé par le département, ce qui est quand même un gros le département, est un gros employeur de travailleurs sociaux. Là, il y a vraiment de tout. C'est-à-dire que même si les missions en général vont être les mêmes, l'accompagnement va être différent si on travaille dans le domaine de l'aide sociale à l'enfance, si on accompagne une personne en situation de handicap et par rapport à sa situation de handicap, si on travaille sur le budget, si on travaille avec une personne âgée, etc. Et donc la mission va aussi être de prendre en compte à la fois les ressources, mais à la fois les freins des personnes. Je peux donner un exemple tout bête. Si on travaille au niveau du budget avec une personne et que cette personne est en situation de handicap, même si la situation de handicap n'a pas à être travaillée parce que ce n'est pas la demande, il faut quand même prendre en compte la personne dans son intégralité. Je ne sais pas si je réponds clairement à la question. Je pense que si, peut-être que la personne. Alors, je relais un peu les questions et puis il y aura d'autres questions après pour les collègues et les autres participants. Est-ce que l'assistante de service social, elle travaille exclusivement en équipe pluriprofessionnelle, pardon. C'est-à-dire qu'au travers de vos différentes expériences, Étienne, est-ce que vous pouvez nous dire avec quel type de personnes vous avez travaillé, des collègues, des partenaires, et quels étaient ces partenaires et ces équipes, ces collègues? Moi, je dirais que dans toutes mes expériences de stage, je pense que j'ai toujours travaillé en équipe pluriprofessionnelle, à chaque fois. Le stage en première année dans l'éducation nationale, on travaille avec l'équipe de direction, donc principal adjoint, etc. En deuxième année, en polyvalence de secteur, alors là, c'est la totale. On travaille avec tout le monde. On peut travailler avec la maison de quartier du coin, on travaille avec les éducateurs du service de prévention, on travaille avec, par exemple, quand on va en audience au tribunal dans le cadre de la protection de l'enfance, forcément, on va travailler avec le juge des enfants. Les collègues de la circonscription départementale, il va y avoir le chargé de mission RSA, chargé de mission logement, les secrétaires, le médecin, les infirmières puéricultrices de la PMI, protection maternelle infantile. Et là, pareil, dans mon stage de troisième année, donc au SPIP, service pénitentiaire d'insertion de probation, on travaille énormément avec ce qu'on appelle les CPIP, conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation. Et là, on travaille tout le temps avec eux. On travaille tout le temps en équipe. Genre, un assistant de service social seul, je pense que ça ne doit pas exister beaucoup. Voilà. Merci pour ces précisions. Je pense qu'on va revenir après dans quelques instants vers vous pour d'autres questions. D'autres questions qui arrivent, je vais m'orienter vers Virginie Coez. Il y a une question autour des matières qui sont enseignées au cours des 3 ans, parce que tout à l'heure étaient évoqués les différents enseignements. Mais est-ce que Virginie, tu peux donner un peu des précisions sur les matières et puis un peu comment se passent les enseignements? Alors oui, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, les apprenants viennent d'origines très différentes, hein. Certains viennent de baccalauréat technique ou professionnel. Et c'est vrai que la première année est souvent consacrée à des cours en transversalité avec d'autres filières, les éducateurs spécialisés, les éducateurs de jeunes enfants. Et c'est vrai qu'on va avoir des cours sur le droit, des cours de droit, des cours autour de la personne, des problématiques de la personne en sociologie, en psychologie, une ouverture aussi sur les cours en économie, voilà. Mais tout cela est fait, les cours sont orientés vers les problématiques des personnes rencontrées, vers l'usager. Et c'est vrai qu'on remet un petit peu, si je puis dire, tout le monde à niveau sur des connaissances très
voilà, un peu basique en première année, d'accord. Et en transversalité, alors ça peut être des cours par exemple sur les formes d'handicap, les formes de violence, ça peut être des cours sur les discriminations, et au fur et à mesure, sur de la professionnalisation, par exemple sur des cours sur la relation d'aide, sur l'entretien dans la relation d'aide, comment ça se passe, les entretiens, comment construire des projets, l'action de projet, enfin voilà, des choses de ce type-là. Et c'est vrai que ça se fait en groupe, en petits groupes, ça peut se faire en TD, ça peut se faire en travaux pratiques, et puis l'accompagnement est aussi un peu plus individuel, dans ce qu'on appelle des référents de parcours qui vont vous accompagner dans votre professionnalisation. Voilà. D'accord, merci pour cette… je vais relayer au fur et à mesure les questions et n'hésitez pas à les poser. Damien, je vais me tourner vers toi pour une question autour du mémoire. Il y a une question qui est sur, voilà, est-ce qu'il y a un mémoire à réaliser durant la formation, à la fin des 3 années? Est-ce que tu peux en dire quelques mots? Oui, bien sûr. Donc effectivement, en tant que guidant, l'un des 3 guidants mémoire sur la filière assistant de service social au sein de l'IRTS Champagne-Ardenne, alors effectivement, il y a un mémoire à réaliser qui, avec la réforme de 2018, a un tout petit peu changé. Il est aujourd'hui, c'est un mémoire de 40 à 45 pages qui va donc explorer, ce mémoire, une question relative au champ d'action du travail social. Mais vous allez mobiliser, en tout cas les apprenants et les apprenantes mobilisent une méthodologie de recherche qui va se caractériser par 3 grandes phases. La formulation d'une question de départ autour d'un questionnement social, d'une question sociale, quelque chose qui vient, je veux dire, vous interpeller, vous questionner. Vous avez déjà fait plusieurs stages sur les 2 premières années, vous avez eu des cours, vous avez rencontré des professionnels. Eh bien, qu'est-ce qui vous a interpellé? Qu'est-ce qui vous a questionné? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris, que vous avez envie d'approfondir? Et puis, après avoir réussi à formuler une question de départ, eh bien, vous allez faire un travail exploratoire autour de cette question de départ, théorique, avec, voilà, entre guillemets, une tentative de casser un petit peu les représentations sociales que vous pourriez avoir autour voilà, de ces premiers questionnements. Et puis, vous allez recueillir des données par vos lectures, par la rencontre de partenaires et de professionnels, mobiliser, j'allais dire, les connaissances théoriques que vous allez développer pour ensuite formuler une problématique claire et construite qui vous permettra de développer donc des hypothèses, voilà, de travail et de recherche pour essayer de comprendre et de trouver une réponse au phénomène qui sera étudié dans votre mémoire. Voilà, donc effectivement, il y a bien un mémoire à réaliser et vous êtes bien sûr, rassurez-vous, guidé et accompagné dans le cadre de ce travail. Merci beaucoup pour ces précisions. On passe à une question suivante et je vais laisser la parole à Anne Bessé avec deux questions. La première sur le coût de la formation pour les demandeurs d'emploi. Est-ce que, Anne, tu peux apporter des précisions ou donner un peu une idée aux participants? Et puis la deuxième question, je la transmettrai après. Voilà, si… Par rapport au coût de la formation pour les personnes qui sont demandeurs d'emploi, pour l'instant, dans la région Champagne-Ardenne, la formation est prise en charge par la région. Donc, les demandeurs d'emploi peuvent faire cette formation à partir du moment où le concours a été passé, l'admission. Juste une petite précision sur les admissions. En effet, la majorité des personnes vont passer par Parcoursup, tous ceux qui sont étudiants ou en reprise d'études suite à un parcours d'étudiants passeront par Parcoursup. Il y a une autre entrée pour les personnes qui ont quitté le monde de la formation depuis déjà un moment. L'inscription se fera à l'IRTS, mais je ne vais pas plus loin, je vous laisserai aller voir ça sur le site ou voir le webinaire admission. Pour ce qui est du coût de la formation, pour les gens qui sont demandeurs d'emploi, la formation elle est prise en charge par la région. Donc, bien sûr, vous avez à payer des frais d'inscription comme tout étudiant qui s'élèvent autour de 700 ou 800 € par an, et le reste est pris en charge par la région.
Une seconde question dans la continuité, tant que tu as la parole, sur est-ce qu'il y a des dispenses de certains cours ou de matières pour des personnes qui ont un diplôme d'accompagnant éducatif et social? Alors la réponse est tristement non. Il n'y a pas d'allègement, il n'y a pas de… Il pourrait y avoir quelques allègements de cours, mais vous n'êtes dispensé vous ne serez dispensé d'aucune certification. En fonction de votre parcours, en fonction surtout de votre formation, on pourra vous alléger de quelques contenus de cours, mais ça ne… Voilà, ça sera quelques heures. Donc voilà. D'accord, merci pour cette réponse. Étienne, je vais me retourner vers vous pour une question aussi sur les stages de votre expérience. Il y a une question autour du choix des établissements dans lesquels les étudiants vont effectuer les stages. Est-ce que vous pourriez un peu illustrer cette question et donner des éléments de votre parcours et puis aussi au travers de la promotion, comment ça a pu se passer? Alors, vaste question en effet. Alors, ce qui se passe avant un stage, les formateurs organisent des réunions de promotion, des réunions de mise en stage, on appelle ça comme on veut. C'est les étudiants qui disent « moi, je préférais tel domaine, moi, je préférais tel endroit, etc. » Il n'y a absolument pas de liste, par exemple, de lieux de stage qui disent « moi, je veux un étudiant, moi, je veux un étudiant ». Ça ne fonctionne pas comme ça. Ensuite, c'est une organisation, en fait, c'est un petit peu, pour parler vulgairement, c'est un petit peu notre cuisine à nous, quoi, avec les formateurs, évidemment, mais ah, toi, tu vas aller là, ah ben moi, je préfère aller là, donc la prochaine fois, on échangera. Ça fonctionne un petit peu comme ça, c'est une histoire de compromis. Et puis on postule, CV, lettre de motivation. On est aussi accompagné, surtout en première et deuxième année, évidemment, par les formateurs au niveau, pour notre lettre de motivation, par exemple, est-ce que ça va, est-ce que ça convient? Et puis un entretien pour un stage. Alors des fois, il peut y avoir 2 ou 3 apprenants pour un seul stage. Entretien, et puis l'étudiant qui a le stage, très bien, l'étudiant qui n'a pas le stage cherche ailleurs, etc. Donc, est-ce qu'on a les stages qu'on veut? J'ai envie de dire, ça dépend. Personnellement, j'ai eu la chance d'avoir à chaque fois eu exactement le stage que je voulais. Et si on n'a pas le stage qu'on veut, eh ben, j'ai envie de dire, c'est pas grave, parce qu'on apprend partout et justement, ça peut être aussi intéressant de découvrir des domaines qu'on ne connaît pas, parce que de toute façon, les assistants de service social, il y en a tellement partout qu'il y a forcément des domaines qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît moins, hein. Même au bout de la 3e année, on est plus spécialiste de tel domaine ou moins de tel domaine, c'est normal. Et donc, si on n'a pas le stage qu'on voulait, j'ai envie de dire, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave, on apprend partout et justement, ça peut être une très bonne surprise. Après, oui, ça occasionne toujours un petit stress dans les promos, les mises en stage, surtout la première, mais en général, ça se passe bien, il y a pas de souci. Merci pour cette réponse. Je reviens vers toi, Anne Bessé, sur 2 questions également. Est-ce que l'accompagnant éducatif et social, il est dispensé des concours d'admission et d'admissibilité? La question d'une des participantes, est-ce qu'il y a des dispenses ou pas quant au concours? Il n'y a pas d'admissibilité, hein. Il y a juste une admission. C'est-à-dire que vous allez remplir un dossier, que ça passe par Parcoursup ou directement par l'IRTS en fonction de votre situation. Vous aurez rempli un dossier écrit et vous aurez, si les conditions sanitaires le permettent, un entretien avec 2 personnes pour évaluer vos motivations pour l'entrée et vos capacités pour l'entrée en formation. La formation d'AES ne dispense pas non plus de l'admission. Il n'y a rien qui dispense de l'admission. Il y a uniquement les gens qui ont eu déjà une partie du diplôme en VAE. Pour tous les autres, il n'y a pas de dispense d'admission. D'accord. Et un autre élément, est-ce que il y a une liste d'employeurs qui cherchent des apprentis, et une liste qui serait possiblement fournie aux personnes aux futurs candidats? Alors non, il n'y a pas de liste d'employeurs qui chercheraient des apprentis. C'est même une galère assez compliquée pour les étudiants qui sont rentrés sous le statut d'apprentissage pour trouver un employeur, hein. Si vous devez passer les concours, je vous conseille, et que vous voulez être apprenti, je vous conseille quand même de vous inscrire aux 2 concours
et apprentis et non apprentis, parce qu'on a vraiment des difficultés à trouver des employeurs, d'autant plus que ce n'est pas de notre responsabilité, c'est de la responsabilité du CFA, qui lui se trouve en Alsace, disons, on va dire, dans la banlieue de Strasbourg, avec qui les relations sont un peu compliquées à ce jour. Et donc, il est très difficile pour nous de trouver des employeurs. Si vous, vous en trouvez de votre côté, on est très évidemment preneur. Pour moi, c'est une très bonne solution, l'apprentissage. Mais pour l'instant, on est un peu dans la difficulté pour le développer. Donc, voilà. Encore une dernière question, Anne, sur est-ce que tu peux rappeler le coût du concours? Je pense que les personnes qui sont intéressées peuvent participer à un autre webinaire autour des admissions où il y aura tous les éléments, mais est-ce que tu as déjà quelques éléments à fournir? Bien, malheureusement, non. À ce jour, je n'ai pas les éléments. C'était encore, je pense, en discussion. Il faudrait voir sur le webinaire admission. Je ne sais pas, ça évolue chaque année. Donc, je ne sais pas ce qu'il en sera. Ça dépendra également si on peut faire des entretiens ou si on étudie uniquement les dossiers. Donc, à ce jour, je ne peux pas répondre à cette question, mais je pense que c'est indiqué sur le site de l'IRTS. D'accord. Merci pour ces précisions. D'autres questions que vous souhaiteriez poser aux différents intervenants? N'hésitez pas, c'est le moment. On peut tout à fait revenir sur des éléments qui ont été abordés, qui n'ont pas été clairs, parce qu'il y a beaucoup d'informations. Peut-être qu'on a parfois, même si tout le monde a essayé de ne pas jargonner, d'utiliser des termes que l'on utilise au quotidien, des acronymes, mais parfois ça peut être compliqué. Est-ce que vous avez encore des questions? En attendant que les questions éventuelles arrivent, je vais me tourner encore vers Étienne pour que vous puissiez, Étienne, peut-être nous dire, dans votre promotion, dans quel terrain de stage sont vos collègues, est-ce que vous pourriez nous montrer un peu, tout à l'heure, Damien Amiot nous faisait part de l'éventail des terrains de stage. Est-ce que vous pourriez illustrer avec vos collègues ce que vous vous souvenez, ce que vous rappelez, un peu Oui. l'éventail? Oui, pas de souci. Alors, là, pour la troisième année, mais les proportions étaient à peu près les mêmes en deuxième et en première année, hein, donc ça ne va pas changer beaucoup. Le plus gros pourvoyeur de stage sont les départements. Il doit y en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, au moins 8 au département de la Marne, au moins 2 dans l'Aube et 1 dans l'Aisne. Donc, c'est à savoir qu'on est actuellement dans la promotion, on est 36. Ensuite, tout ce qui est médical, il y a beaucoup de stages au CHU, clinique, tout ce qui est psychiatrie aussi. Et ce que moi, je mets en gros dans le médical, c'est tout ce qui est le secteur du handicap, en fait. Donc, voilà. Ensuite, tout le domaine de l'insertion, de la réinsertion. Je pense au CHRS, c'est du jargon, pardon, les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, ce qu'on appelle vulgairement les foyers pour adultes, hein, tout simplement, et les CADA pour les demandeurs d'asile, et puis tout ce qui est protection de l'enfance en général. Damien en a parlé tout à l'heure, service social en faveur des élèves, je pense aux mineurs étrangers isolés, tout ce qui est prévention, service de prévention en général. Il y a un côté éducateur de rue, mais pas seulement. Protection de l'enfance en général, que ce soit au sein du département ou pour des associations. Il y a aussi le stage en entreprise. Par exemple, là, en troisième année, on a 2 collègues qui sont dans des gendarmeries, service social en faveur des gendarmes. Et on a une collègue qui est à la SNCF. La plupart du temps, donc, c'est, comme vous pouvez le voir, ministère de la Santé et des Solidarités, sauf Éducation nationale, c'est le ministère de l'Éducation nationale. Et moi, je suis le seul, par exemple, à être en stage au SPIP, ministère de la Justice. Donc voilà, en gros, je pense que j'ai fait le tour à peu près. Une autre,
Est-ce qu'il y a, je me retourne encore vers Anne au niveau des Anne Bessé sur les coûts. Est-ce qu'il y a des frais pédagogiques? Est-ce qu'il y a des frais annexes? Les frais pédagogiques sont pris en charge par la région, mais est-ce que les candidats qui sont intéressés, les futurs étudiants, ont des frais à prévoir, des frais annexes, des frais de déplacement? Tout à l'heure, on a parlé, Étienne vient d'en parler encore, des stages. Est-ce qu'il y a il y a des frais annexes lors de la formation? Alors, il n'y a pas de frais annexes à proprement parler. Bien sûr, si vous prenez des notes des cours avec un crayon et un papier, il vous faudra un crayon et un papier. Actuellement, la majorité des étudiants prennent leurs cours sur des ordinateurs portables qui leur appartiennent. Donc voilà, il peut y avoir les coûts, ce sera éventuellement d'aller la distance par rapport au stage. Parce que vous ne trouverez pas forcément un stage et on ne pourra pas vous assister pour trouver un stage forcément tout près de chez vous, en tout cas pas les 3 années. Donc, parfois, il y a un peu des frais qui concernent les déplacements. À la fois, il y a du covoiturage, les étudiants sont bénéficiaires de tarifs très réduits en train par l'intermédiaire de la région. Il y a quelques frais de ce genre. Après, évidemment, le midi, il faut vous nourrir quand vous êtes à l'IRTS, mais vous vous nourrissez aussi si vous êtes chez vous. Donc voilà, moi, j'ai pas d'autres. Il n'y a pas d'autres frais pédagogiques autres que ça. Donc voilà. D'accord. Je vais me tourner maintenant vers Virginie Coës sur une question autour des stages. On a parlé, Étienne l'a parlé sur les différentes expériences de stage, mais j'aurais voulu peut-être, Virginie, que tu parles des spécificités des stages au cours des 3 années. Comment ils s'organisent? Comment est-ce que ce sont les mêmes? Est-ce qu'on retourne sur les mêmes endroits? Est-ce qu'il y en a des collectifs? Voilà. Et est-ce que pendant les stages, on revient à l'IRTS ou est-ce que c'est un stage en temps complet sur le terrain de stage? Alors, en effet, sur les stages, les périodes de formation pratique, il y a un stage où c'est en 2e année, un stage qu'on appelle de territoire, où on est en groupe, d'accord, et on doit réaliser un diagnostic social de territoire. C'est le seul stage où on est en groupe au sein de sa promotion, hein, au sein de la promotion assistante de service social. Est-ce qu'on peut faire plusieurs stages au même endroit? Oui, ça peut arriver, d'accord, mais on favorise aussi quand même d'aller voir d'autres stages, d'autres institutions, d'autres publics, d'accord, pour enrichir ses connaissances, enrichir ses compétences. Et d'autres sur les stages où les stages sont… Est-ce qu'ils sont sur 3 lieux complètement différents ou 4 lieux différents? Ou est-ce qu'il y a des stages qui se suivent dans la durée ou… Alors, oui, quand on est en stage, on revient régulièrement à l'IRTS. Il peut y avoir des regroupements à l'IRTS, ce qui nous permet aussi de poursuivre les apports théoriques, d'accord, mais surtout de faire le point où vous en êtes, les difficultés que vous rencontrez en stage et de revenir sur les échanges que vous pouvez avoir avec des partenaires, avec le réseau, voilà, et sur la pratique, voilà, on revient donc il y a des moments où on revient à l'IRTS pour faire un petit peu un bilan, un point sur son évolution. Et on peut revenir, oui, il y a des stages où, par exemple, le stage de première année peut se poursuivre parfois en 2e année. Voilà, il y a des choses comme ça. Mais pour revenir sur les périodes de stage, c'est vrai que c'est parfois un peu un stress de la recherche de stage, mais c'est des moments aussi où on peut découvrir d'autres formes d'autres problématiques, d'autres publics auxquels on n'aurait pas du tout pensé quand on arrive en formation. C'est le moyen aussi d'aller sur d'autres territoires, de rencontrer d'autres partenaires, de faire la découverte d'autres territoires, d'autres problématiques. C'est très enrichissant. Ça nous permet aussi, ça permet aux apprenants de faire le lien entre ce qu'ils apprennent en cours, les échanges qu'ils peuvent avoir entre la promotion et puis de voir comment ça se réalise concrètement en pratique sur le terrain. Donc, c'est vraiment l'alternance entre
la théorie et la pratique qui fait la professionnalisation des apprenants. Merci pour ces précisions. Je vais me tourner maintenant vers Damien Amiot. Pour Damien, si tu peux apporter des précisions, tu l'avais abordé tout à l'heure également, sur la question du référent de parcours. Et sur la Étienne en a parlé tout à l'heure sur aussi le référent de parcours. Est-ce que Damien, tu pourrais apporter des précisions sur ce qu'est ce référent de parcours et en quoi et comment il va accompagner l'étudiant? Merci Nicolas. Alors effectivement, le référent de parcours, c'est vraiment une spécificité à l'IRTS Champagne-Ardenne. C'est un choix qui est fait. Le référent de parcours, vous en aurez deux normalement dans l'organisation de la filière assistante sociale sur vos 3 ans. C'est-à-dire une personne qui va vous accompagner sur les 18 premiers mois de votre formation et avec qui vous allez lier en tout cas voilà, vous allez avoir un lien particulier parce que c'est la personne qui va vous accompagner plus spécifiquement sur les 18 premiers mois sur votre entrée en formation. Qu'est-ce qui est compliqué? Alors, qu'est-ce qui est compliqué? Peut-être simplement déjà dans l'apprentissage, dans, j'allais dire, les premiers contenus de cours. Il va être vigilant à ce que vous soyez bien dans la formation. Est-ce que vous confirmez bien votre choix professionnel? Est-ce que vous ne vous êtes pas trompé, soit d'orientation, soit de filière? Il est déjà vigilant à ça. Il est vigilant aux conditions d'apprentissage, c'est-à-dire, et là on va prendre un exemple très concret aujourd'hui avec la situation sanitaire, le référent de parcours, il est par exemple vigilant au fait que vous possédiez à votre domicile l'ensemble du matériel qui vous permet de suivre les cours à distance. Il va également être à votre écoute, et ça c'est extrêmement important, et à votre disposition pour échanger sur vos difficultés qui peuvent être par exemple sociales. En effet, lorsqu'un apprenant ne sait pas, entre guillemets, ce qu'il va mettre dans son frigo, c'est pas forcément évident pour lui de suivre une formation longue de 3 ans. Donc effectivement, on va pouvoir l'orienter aussi vers ce qu'il existe à l'extérieur pour lui filer un petit coup de main. Il va également être là s'il y a des difficultés sur le lieu de stage. C'est-à-dire si à un moment donné, l'apprenante est en difficulté peut-être avec le public. Et si le référent sur site, le référent de terrain, se dit peut-être, tiens là, il y a du lien à faire avec l'IRTS et à ce moment-là, peut-être ce serait bien qu'on se rencontre, l'étudiant, le référent de parcours à l'IRTS et moi, référent de terrain sur le stage, pour aller voir un petit peu comment on peut aider l'apprenant à avancer par rapport aux difficultés qu'il rencontre. Vraiment, le référent de parcours, il essaie de mettre en œuvre un accompagnement personnalisé pour que les 3 ans se passent du mieux possible et qu'il puisse guider l'apprenant du jour où il est entré en formation jusqu'au jour où il va obtenir son diplôme d'État. Donc, c'est vraiment un accompagnement au quotidien. Alors, c'est du mail, c'est du téléphone, ce sont des rencontres individuelles et puis c'est bien sûr comme une sorte de fil rouge qui est gardé, une personne un peu garante de cet accompagnement et surtout, personne qui va être évaluer les compétences et le développement de ces compétences durant ces 3 ans. C'est un accompagnement à la professionnalisation et voilà, il y a ensuite un relais qui est fait au bout de 18 mois avec une autre personne de la filière parce que comme ça, la pluridisciplinarité du regard et de l'équipe pédagogique permet d'avoir, en tout cas au bout des 3 ans, lorsqu'on boucle le livret de formation, d'avoir des regards divers et variés et surtout extrêmement riches pour pouvoir dire si oui ou non l'apprenant, lorsqu'il passe ses épreuves de certification, possède les compétences pour devenir assistant de service social. Merci beaucoup pour ces précisions. Peut-être, Étienne, vous redonnez à nouveau la parole pour illustrer aussi du versant étudiant la place, le rôle du référent de parcours et en quoi, dans le parcours, c'est une aide, un soutien dans la professionnalisation. Oui, alors je ne sais pas si je suis le mieux placé parce que j'ai la chance que ça se soit bien passé jusqu'à maintenant, donc je n'ai pas forcément eu à solliciter énormément le référent de parcours. Non, ce que je peux ajouter là-dessus, c'est que on parle de référent de parcours, mais on a aussi, alors on appelle ça dans notre jargon des groupes RP, des groupes référents de parcours, où régulièrement pendant la formation, surtout pendant les 2 premières années, en fait, on passe une journée en petits groupes, donc une quinzaine en fait, avec le référent de parcours. Et en fait, c'est pas vraiment un cours, c'est on échange sur nos lieux de stage, sur nos pratiques, sur ce qu'on pense, etc. Et ces journées-là sont très importantes pour nous étudiants, à la fois si jamais on a un souci,
on est en plus petit groupe, c'est plus facile de parler en petit groupe d'un souci qu'on peut avoir en stage ou dans la formation qu'au milieu de la promo de 45 personnes où on se connaît tous. Au bout d'un moment, on se connaît, mais voilà, c'est différent le petit groupe. Et puis, le deuxième avantage de ces journées-là référents de parcours, c'est aussi, on ne peut pas faire des stages partout. Il y a le handicap, il y a les personnes âgées, la protection de l'enfance, la polyvalence de secte, etc. Enfin, genre, il y en a plein. On ne peut pas faire des stages partout. Et ces journées-là sont très intéressantes pour justement entendre aussi les expériences des collègues qui font des stages ailleurs, pour avoir aussi des connaissances un petit peu partout. Et même si on le fait aussi entre nous, en dehors des cours, pendant midi, etc. Mais ces journées référents de parcours sont vraiment importantes. Après, le référent ou la référente de parcours en lui-même, oui, c'est notre interlocuteur privilégié. On sait que le moindre souci, on fait, même si la personne n'est pas là tout de suite dans les 5 minutes, on fait un petit mail, on a une réponse. Ça peut être des fois, il n'y a pas de question bête, des fois ça peut être une petite question bateau, une histoire d'absence, oh, je serai absent la semaine prochaine. Enfin, voilà, des fois, ça peut être tout bête, mais au final, il n'y a pas de question bête. Et le référent de parcours, il est là aussi pour moi, pour orienter, aider, accompagner l'apprenant à arriver au moment de son diplôme le plus efficient possible, tout simplement. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Le temps que les questions, vous puissiez les poser en ligne sur le module de conversation. Vous dire aussi qu'il y a un site internet www.irtsca.fr sur lequel vous retrouverez les principaux qui ont été évoqués aujourd'hui, avec les documents sur notamment la formation d'assistant de service social, mais également sur les autres formations. Vous retrouverez aussi les coordonnées de Madame Bessé, qui est intervenue aujourd'hui, qui est la responsable de la filière, à qui vous pourrez aussi envoyer un message si vous souhaitez des précisions sur la formation ou sur des choses particulières. Tous les formateurs qui sont intervenus aujourd'hui sont référents de parcours, et donc le référent de parcours, au travers d'une remarque sur le module de conversation, les référents de parcours ne sont pas déterminés par avance pour les étudiants qui entrent. C'est une fois que les étudiants entrent en formation, après les groupes sont constitués. Donc lorsque vous rencontrez un formateur de l'IRTS, il est à un moment donné dans ses fonctions référent de parcours. Donc n'hésitez pas à revenir sur le site web de l'IRTS, à suivre aussi notre page Facebook IRTSCA, et puis à conseiller ou revenir voir ou conseiller aussi le visionnage de ce webinaire qui sera disponible très prochainement sur notre site web, et de le conseiller aussi si autour de vous, vous avez des personnes qui sont intéressées par cette formation, mais n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook, notre page internationale, notre page web internationale. Voilà. Mais écoutez, je crois qu'on a fait le tour des questions. Il n'y a plus d'autres questions. Merci à tous d'avoir participé. Merci à mes collègues d'avoir apporté toutes ces explications sur la formation d'assistante sociale, et revenez sur les réseaux sociaux pour voir ce webinaire si vous souhaitiez avoir des précisions, et n'hésitez pas à vous inscrire aux autres webinaires qui sont organisés autour des admissions et autour des autres formations que nous proposons à l'IRTS. Merci à tous de votre participation, et au plaisir de vous accueillir prochainement à l'IRTS.